Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on continue de parler des voies accessoires, mais cette fois-ci plus au niveau ECG, mais au niveau endocavitaire. Donc on va voir plusieurs cas cliniques. Aujourd'hui, on en voit un qui vont nous permettre d'avancer dans la compréhension des mécanismes endocavitaires et des manœuvres que l'on peut faire et des réflexions que l'on peut avoir pour, un, diagnostiquer le fait qu'il s'agit bien d'une tachycardie utilisant une voie accessoire et deux, pour pouvoir ablater la dite voie accessoire. Donc, il s'agit d'un homme de 30 ans qui a des palpitations de type Bouvray que l'on met en salle d'électrophysiologie. On voit sur son ECG de base ici, on ne voit pas le petit 1, j'en suis navré, que ce patient a une légère préexcitation qui peut marquer avec un QRS qui est quand même trop positif en V1 pour un QRS classique, donc une positivité de V1 à V6, plutôt une toute petite encoche D1, mais un D1 plutôt positif. Cependant, la VL est plutôt négative, c'est ce qui est un petit peu bizarre, et un D2, D3 AVF qui sont plutôt positifs. Comme on a vu lors de la vidéo précédente, c'est difficile de se mouiller sur la localisation de la voie accessoire puisqu'on n'est pas en préexcitation maximale, mais on peut quand même supposer qu'il s'agit d'une voie statistiquement probablement latérale gauche. On met des cathéters, on voit qu'on a une sonde quadripolaire sur le IS et une décapolaire dans le sinus coronaire. On aime bien mettre des décapolaires dans le sinus coronaire lorsqu'on a une suspicion de voie accessoire gauche, qu'elle soit septale gauche ou latérale gauche, parce que on va pouvoir essayer de repérer, grâce au décapôle, justement, au dipôle, la localisation de la voie accessoire lorsqu'on aura une activation de l'oreillette rétrograde. On a donc ici notre signalicien A, H et V, et on va avoir une extrasystole ici en 3. Cette extrasystole, elle n'est pas ici, pardon, elle est atriale, mais elle est la plus précoce sur le canal ischien, puisqu'on voit qu'ici, l'oreillette est avant, l'oreillette par exemple enregistrée dans le sinus coronaire, elle est bien avant l'encoche vue ici, qui est donc l'activité atriale sur l'ECG. Cette extrasystole est très probablement mécanique, d'accord? On va avoir sur cette extrasystole, que l'on voit donc ici, qui est une extrasystole atriale, un allongement important du AH, et on va avoir derrière un QRS. Ce QRS est de morphologie différente des QRS précédents. Donc on va avoir un QRS cette fois-ci fin, qui n'est plus préexcité. On va ensuite avoir ici une oreillette, cette fois-ci avec une activation CS 1-2 première. Donc une oreillette qui va s'avérer être une oreillette rétrograde avec l'activation en première au niveau de la partie latérale de l'oreillette gauche, puisque le CS 1-2, il est ici, donc sur la paroi latérale de l'oreillette gauche. Donc on a une activation depuis la paroi latérale de l'oreillette gauche en premier, donc une activation excentrique. Puis on va avoir ensuite à nouveau un long AH, à nouveau le H, le HV, un QRS fin, une oreillette rétrograde identique, et c'est parti, on a lancé une tachycardie. Donc là, on a le démarrage ultra classique d'une tachycardie orthodromique sur voie accessoire, en l'occurrence sur une voie accessoire latérale gauche. On voit donc la préexcitation à état de base, puisque on a un passage et par le nœud AV et par la voie accessoire, ce dont on a parlé la dernière fois. On a une extrasystole atriale trop précoce pour pouvoir passer par la voie accessoire, donc la période réfractaire antérograde de la voie accessoire est atteinte, donc on n'a pas de QRS préexcité. On va avoir un long passage dans le nœud AV puisque ce patient a très probablement une dualité nodale, puisque c'est rare d'avoir un PR aussi long quand on a seulement une voie rapide. Soit ça passe avec un PR un petit peu plus court, soit ça ne passe pas. Mais bon, on peut toujours imaginer que ce patient n'a pas de voie lente, qu'il a une voie rapide qui est dite très élastique, pourquoi pas, très étirable. Mais le plus probable, ça reste qu'il ait une dualité nodale. Encore faudrait-il le prouver par des manœuvres électrophysiologiques qu'on a déjà évoquées lors des cours précédents. Et ensuite, nous avons donc un passage par les voies nodoïciennes qui donne un QRS fin. Et il se trouve que la voie accessoire est sortie de sa période réfractaire rétrograde, ce qui nous permet d'une activation de l'oreillette depuis la paroi latérale vers ensuite le reste de l'oreillette. D'accord? Et donc, on a lancé le tachycardie. Voilà le démarrage endocavitaire ultra classique sur une extrasystole atriale, le mode de démarrage le plus courant sur les tachycardies orthodromiques sur voie accessoire. Donc ensuite, on va arrêter la tachycardie parce qu'on n'a pas encore fait nos manœuvres électrophysiologiques de base. On avait à peine monté nos cathéters que le patient était passé en tachycardie. Et donc, on va réaliser les fameux extrasystoles atriales, puisqu'on commence quasiment toujours les manœuvres, les études électrophysiologiques par cela. Donc, on fait un train à 600 et on stimule à 500, puis 490, etc., etc. Et on décrémente au fur et à mesure.
On note déjà de base que sur le train de 600, le QRS est extrêmement préexcité, avec un V1 qui s'avère être totalement positif, ce qui nous confirme que la voie accessoire est bien gauche, et un D1 qui se négative en préexcitation maximale, ce qui confirme qu'il s'agit bien d'une voie accessoire antéro-latérale gauche, puisque le D2 et le D3 sont positifs. Donc notre sentiment d'une voie accessoire latérale gauche était justifié. Il s'agit bien d'une voie accessoire latérale gauche que l'on confirme cette fois-ci par l'algorithme du docteur Pambrin en préexcitation maximale. On constate par ailleurs qu'on a perdu le H sur le canal ischien, ce qui est logique puisque comme on est en préexcitation maximale, la conduction via la voie accessoire a pris le pas sur la conduction nodale, et ça veut dire que ce patient-là, à l'état de base, en rythme sinusal, est plutôt assez vagal puisque sa conduction nodale est assez médiocre, puisque dès 600 millisecondes de pace, c'est-à-dire 100 battements par minute, on perd la conduction rapide, on va dire, par le nœud AV. Soit il est passé sur sa voie lente, il se fait battre, la voie lente se fait battre par la préexcitation, ce qui est probablement le cas, soit sa voie rapide est étirable et donc elle ne s'exprime pas ici, elle est déjà battue par la voie accessoire antérograde. On constate ici qu'à 370 millisecondes d'extrasystole, on a le même temps de conduction entre l'oreillette et le ventricule. Il n'y a pas de décrément entre la conduction AV à 600 millisecondes et à 370 millisecondes. Et on n'a pas vu de décrément jusqu'à présent, lorsqu'on était à 500, puis à 400, etc. On n'a pas de décrément puisqu'on est sur la voie accessoire, que cette voie accessoire est une voie musculaire, qu'elle n'est pas décrémentielle, et donc soit elle conduit avec un temps toujours identique, soit elle bloque. Lorsqu'on va stimuler cette fois-ci avec une extrasystole, un S2 à 350 millisecondes, donc un petit peu plus court, on va avoir cette fois-ci une oreillette. Donc on a toujours notre préexcitation maximale qui est là, notre stimulation et notre seconde stimulation avec l'extrasystole. On a bien capturé l'oreillette ici. On voit d'ailleurs ici bien le signal capturé sur le reste du CS. On stimule depuis le CS 9-10. On voit cette fois-ci qu'on n'a plus notre QRS préexcité, donc la voie accessoire a bloqué. On passe sur un AH qui est très long et on lance notre tachycardie. Donc finalement, c'est exactement la même chose que ce qu'on a observé de façon spontanée tout à l'heure, puisque tout à l'heure, on avait une extrasystole atriale qui semble être une extrasystole mécanique liée à la sonde présente dans la région ischienne. Avec donc un AH qui était long et une tachycardie qui était lancée. Et là, cette fois-ci, on a réalisé une stimulation depuis le sinus coronaire, peu importe, en tout cas depuis l'oreillette. On a bloqué la période réfractaire antérograde de la voie accessoire et on est passé sur une voie qui semble être une voie lente à nouveau au vu de la durée du AH qui est quand même très long. Mais encore une fois, on n'a pas prouvé qu'il s'agissait effectivement d'une dualité nodale avec une voie rapide et une voie lente. Et on lance la même tachycardie avec à nouveau des QRS fins qui ne sont plus préexcités, puisque c'est logique, on a perdu la conduction antérograde par la voie accessoire puisqu'on avait atteint la période réfractaire. Et on a pu d'emblée sortir de la période réfractaire rétrograde et donc pouvoir faire une oreillette, un ventricule et une oreillette rétrograde qui à nouveau s'active en premier au niveau du CS 1-2, donc une activation excentrique distale à proximale, et qui va s'avérer être identique à chaque fois, donc le VA semble stable. Le cycle de tachycardie est à 468 millisecondes, et on va donc mesurer, puisqu'il y a un des critères qui n'est pas très discriminant, mais qu'on a l'habitude d'utiliser, de savoir si le VA est à plus ou moins de 60 millisecondes pour faire la différence entre une réentrée intranodale et une tachycardie orthodromique sur voie accessoire type Kent. Et donc on mesure le VA, toujours la même chose. Le premier V sur l'électrocardiogramme. Et après, alors c'est toujours, est-ce qu'il faut prendre le premier A en endocavitaire ou est-ce qu'il faut prendre le A sur le canaliciens? Dans les conceptions classiques électrophysiologiques, il faut prendre le premier A endocavitaire normalement. D'où le critère VA à moins de 60 millisecondes. Ici, on est à 96 millisecondes. Mais il est logique de prendre ce critère-là sur le canalicien, puisqu'encore une fois, dans une réentrée intranodale, sur le canalicien, on aura un VA nul, puisqu'on est sur la voie rapide, surtout sur une tachycardie slow fast, et donc on aura un VA à 0 sur le canalicien, alors qu'il pourrait être un petit peu plus allongé, comme on l'avait vu lors d'un cas clinique précédent de réentrée intranodale, si on le prend au niveau du sinus coronaire. De même que pour la voie accessoire, eh bien, on sera encore plus discriminant si on prend sur le canalicien, puisque là, par exemple, de façon logique, comme la oreillette s'active en premier
Au niveau du CS, on a 96 millisecondes sur la première oreillette, alors qu'on a 112 sur le canalicien. Et si on imagine qu'on avait une voix, par exemple, para-haïtienne, on aurait également ce même type de valeur-là, c'est-à-dire aux alentours de, en l'occurrence ici, 96 millisecondes, peut-être un petit peu moins, il y a le temps d'activation du ventricule, mais on serait de toute façon à plus de 60 millisecondes. Donc on peut prendre les deux. Normalement, on est censé prendre la première oreillette en endocavitaire, mais de façon intellectuelle, on est un petit peu plus sensible et spécifique en utilisant l'oreillette du canal ici. Donc voilà, on a lancé une tachycardie à QRS fin en 1 pour 1 avec un VA supérieur à 60 millisecondes qui ne semble donc pas être une réentrée intranodale. D'ailleurs, on est sûr que ce n'est pas une entrée intranodale, puisque comme on va le voir après, comme là qu'on a une activation excentrique depuis la paroi latérale de l'oreille gauche, ça ne peut pas être une RIN. Si on regarde l'ECG, on a quelque chose de parfaitement typique. On est en sinusale de base, on stimule et donc on arrive avec une préexcitation maximale puisqu'on stresse le nœud AV. Et donc la voie accessoire prend le dessus et donc on confirme qu'il s'agit bien d'une voie latérale gauche puisqu'on est positif de V1 V6, on est positif de D1, D2 AVF et on est négatif D1 AVL. On fait notre extrasystole qui est ici, on a un PR long qui est là et une tachycardie à QRS fin qui démarre. Voilà pour l'électrocardiogramme. Donc on va à nouveau arrêter la tachycardie. Pour arrêter la tachycardie, on fait des ATP, c'est-à-dire comme pour une tachycardie ventriculaire, hein, on stimule l'oreillette ou le ventricule rapidement pour arrêter l'arythmie. On peut le faire de l'oreillette ou du ventricule pour une tachycardie utilisant une voie accessoire, puisque et l'oreillette et le ventricule font partie du circuit, donc normalement c'est facile de les arrêter et de l'oreillette et du ventricule. Soit on a peur de déclencher une arythmie ventriculaire en stimulant rapidement le ventricule et on préfère l'oreillette. Soit on a peur de déclencher une fibrillation auriculaire parce que le patient, on l'a mis sous isuprel, etc. Et dans ce cas-là, on stimule le ventricule. Voilà. On aime bien en général l'arrêter du ventricule, c'est en stimulant pas trop rapidement. Si le patient n'est pas trop rapide, ça permet d'être sûr de ne pas passer en fibrillation auriculaire, ce qui est très pénible sur ce genre d'exploration, parce qu'après, il faut endormir le patient, le choquer, ou éventuellement lui mettre des médicaments pour le réduire s'il ne veut pas se réduire, mais dans ce cas-là, on fausse l'exploration, etc., etc. C'est très pénible. Donc, on continue notre exploration endocavitaire, et cette fois-ci, on pousse la sonde dans le ventricule et on réalise des extrasystoles ventriculaires, d'accord? Donc on a un couplage à 600 millisecondes et on fait une extrasystole, en l'occurrence à 230 millisecondes, d'accord? On voit que déjà de base, on a une conduction via le CS 1-2 en premier, donc à nouveau on a une conduction rétrograde via la voie accessoire. Et là, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi, lorsqu'on fait une extrasystole ventriculaire, on a un V, plutôt un temps STIM A, qui est plus long que le temps STIM A, qui est plus court que le temps STIM A lors de l'extrasystole. Donc on pourrait dire, mais attendez, on ne comprend pas, il y a une conduction rétrograde décrémentielle via cette voie accessoire, ce qui est très étrange, puisque normalement, l'intervalle STIM A doit être stable en stimulant depuis le ventricule, puisque cette voie accessoire n'est pas décrémentielle, elle a une conduction normalement stable et musculaire. Ce qui se passe ici, on le met en évidence sur notre petite flèche ici et là, c'est qu'en fait, ce qui s'allonge, c'est le temps STIM V. Vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus long. Ici, le temps entre la stimulation et le QRS est beaucoup plus court. D'ailleurs, on voit l'activation far-field du ventricule ici, et on le retrouve ici, là, par rapport à ici. Beaucoup plus court ici que là. Donc en fait, ce qui s'allonge là, ce n'est pas le temps au sein de la voie accessoire, entre le ventricule et l'oreillette, c'est le temps entre la stimulation et le ventricule. D'ailleurs, la morphologie du QRS est un petit peu différente. Peut-être que là, on capture quelques voies de conduction qui permettent d'avoir une stimulation, d'avoir une capture ventriculaire avec une stim fin du V ici, vous voyez, notamment en latéral gauche, plus court que ici. Probablement qu'ici, on capture un petit peu de voies de conduction et donc on arrive à avoir une activation de la paroi latérale du ventricule gauche plus courte que ici. D'accord? Peu importe. En tout cas, on constate que le délai STIM pic du QRS, par exemple, est beaucoup plus court ici que là. Donc là où on a allongé, là où on a perdu du temps, ce n'est pas au sein de la voie accessoire, c'est au sein du ventricule lui-même. D'accord? Ça, c'est un piège très classique quand on cherche à savoir si une structure a une conduction décrémentielle ou pas, que ce soit en stimulation de l'oreillette avec des extrasystoles atriales où on perdrait du temps
de conduction intra-atriale. C'est pour ça que plus on stimule proche des voies de conduction, mieux c'est, pour ne pas avoir trop de distance à parcourir. Et pareil ici, comme on a beaucoup de distance à parcourir, eh bien on peut perdre du temps dans le myocarde. On n'aurait pas ce problème-là si on stimulait le ventricule au niveau d'une région proche de la voie accessoire, par exemple, eh bien, en endocavitaire à l'intérieur du ventricule gauche, sur la paroi latérale gauche du VG. Comme on aurait peu de distance à parcourir au niveau du ventricule, eh bien, on risquerait beaucoup moins d'avoir un décrément marqué au sein du myocarde. D'accord ? Mais comme là, on n'a pas envie de faire un transseptal pour faire notre stimulation, qu'on préfère stimuler tranquillement depuis l'apex du ventricule droit, ce qui est évidemment beaucoup plus simple et ce que tout le monde fait tout le temps, eh bien, il faut savoir qu'il y a le risque potentiel d'avoir un petit décrément à l'intérieur des structures myocardiques ventriculaires, ce qui est là et qui explique ce pseudo-décrément entre ici et là, puisqu'on a toujours la même activation avec le CS1-2 en premier, ce qui nous prouve que nous sommes toujours avec une activation rétrograde via la voie accessoire. Donc, pensez à ce petit piège classique où on a de la pseudo-décrémence, alors qu'en fait, c'est simplement une perte de temps et un allongement du temps de conduction dans les structures myocardiques et pas dans la structure qu'on est en train d'analyser, en l'occurrence la voie accessoire rétrograde. Donc ensuite, on va réaliser l'ablation de la voie accessoire. Vous voyez qu'on a poussé le cathéter décapolaire qui était jusqu'à auparavant avec la partie distale 1-2 qui était là. Et on voit qu'on avait une activation du CS distal en premier. Là, on l'a poussé plus loin pour, lorsqu'on stimule le ventricule, avoir une idée de quel est le dipôle qui s'active en premier au niveau du sinus coronaire. Et là, on se retrouvait avec une, que je n'ai pas montré là, on se retrouvait avec une activation en chevron avec un CS 5-6 premier, puis le 3-4 et le 7-8 à peu près en même temps, puis le 1-2 et le 9-10 à peu près en même temps, ce qui fait une espèce de forme de flèche comme ça. Et donc on sait que c'est dans la région du 5-6 que s'active en premier l'oreillette rétrograde, et donc on sait que c'est dans cette région-là qu'il va falloir chercher sur l'anneau avec notre cathéter d'ablation. D'accord ? C'est une des méthodes très utiles lorsque la voie accessoire est située à gauche. C'est pour ça qu'on aime bien utiliser une décapolaire pour pouvoir se placer au-delà de l'oreillette la plus précoce, à avoir un aspect en chevron du CS et pour pouvoir déjà localiser à peu près au centimètre près où sera la voie accessoire. Et la fin de la localisation de la voie se fait au cathéter d'ablation. On en reparlera lorsqu'on verra exactement les sites d'ablation, etc., sur un autre cas clinique. Là, on voit d'ailleurs qu'on est passé en OAG entre-temps, hein, puisqu'on a toujours notre sonde ici sur le canal ischien, qui n'est plus du tout en regard de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale s'est décalée et on est maintenant en OAG, d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on a le CS qui s'enroule aussi bien comme cela et qu'on a notre cathéter qui est passé donc par voie transseptale avec une gaine que vous pouvez voir ici, qui est une gaine non déflectable de type préface, je pense. Et donc, ensuite, on a notre cathéter qui va venir ici faire l'ablation. D'accord ? Une fois qu'on a fait l'ablation, on refait les mêmes extrasystoles qu'on avait fait au départ. Au départ, on lançait une tachycardie puisque on perdait la conduction antérograde via la voie accessoire et on avait un PR long et on lançait une réentrée. Là, on voit qu'à 320 millisecondes, eh bien, on a déjà deux bases sur la stimulation à 800 millisecondes, un AHV assez standard. Cette fois-ci, on a des QRS qui ne sont plus préexcités. D'accord. Et on se trouve d'ailleurs qu'on a un petit bloc droit mécanique qui est apparu avec un RSR' au niveau du V1 qui disparaîtra quelques dizaines de minutes à la fin de la procédure. Et donc, on a cette fois-ci, maintenant, à 320 millisecondes, on voit qu'il a fallu stimuler à 800 millisecondes, donc le patient est un petit peu plus probablement détendu et ou sédaté pour le calmer pendant l'ablation. Et donc, le nœud AV répond un petit peu moins bien encore qu'au départ, puisqu'on est dans une situation encore un petit peu plus vagale. Et d'où le fait qu'on n'a plus le passage par la voie lente ici, on a tout simplement une oreillette, un A bloqué. D'accord ? Là où tout à l'heure, eh bien, on avait notre passage toujours à 320 millisecondes, tout à l'heure, on avait le démarrage de la tachycardie. Et on voit que lorsqu'on stimule depuis le ventricule, eh bien, on a cette fois-ci un VA qui est cette fois-ci CS 9-10 premier. D'accord ? On n'a plus le CS 1-2 premier avec le passage par la voie accessoire. On a désormais une dépolarisation proximale à distale avec donc une conduction rétrograde concentrique classique. Et surtout,
Quand on fait les extrasystoles, on constate un véritable allongement avec un véritable décrément, qui là pour le coup ne se fait pas du tout aux dépens du ventricule. On voit que le QRS est identique et le temps STIM V ici, STIM V ici ne change pas, mais par contre c'est bien le VA qui s'allonge, d'accord? Et donc on a bien un comportement décrémentiel via le nœud AV, et on finit par atteindre la période réfractaire rétrograde du nœud AV. Donc on a bien un bloc bidirectionnel de notre voie accessoire. On n'a plus de voie accessoire ni antérograde ni rétrograde. D'accord? Et la procédure s'arrête là. Donc on a vu plusieurs points aujourd'hui. La préexcitation rythme-ciliale correspond à une compétition entre la conduction antérograde par une AV et la voie accessoire. Ça, vous l'avez bien compris, on l'avait vu notamment lors du topo précédent. Le démarrage classique d'une tachycardie jonctionnelle orthodromique sur faisceau de Kent se met en jeu un blocage antérieur de la voie accessoire sur une extrasystole atriale. C'était ce que l'on a vu de façon spontanée au début et de façon artificielle lorsqu'on réalise le S1, S2. On détermine les périodes réfractaires antérogrades et rétrogrades des différentes structures comme on a pu voir. Et en fin d'ablation, on constate que, eh bien, on a détruit cette voie accessoire, d'accord? Et on n'oublie pas qu'une conduction rétrograde, comme c'était le cas là, excentrique, puisque notre voie accessoire était latérale gauche, élimine le diagnostic de réentrée intranodale. Là, il n'y a même pas, en théorie, besoin de faire les extrasystoles et le PPI pour faire la différence entre une RIN et une tachycardie orthodromique sur voie accessoire latérale gauche, puisqu'on a une oreillette qui s'active depuis la paroi latérale de l'oreillette gauche, ce qui n'est absolument pas compatible avec une arythmie qui tournerait dans le nœud AV, comme c'est le cas dans la réentrée intranodale. Il reste en théorie la tachycardie atriale à éliminer, et donc là, pour le coup, le PPI peut être intéressant avec un retour en VAV et pas VAAV, comme on le verra dans d'autres topos. Mais voilà, le fait que ce soit qu'on ait une activation CS distale en premier élimine déjà d'emblée la réentrée intranodale. Voilà pour le topo du jour, des petites informations. Donc, comment démarre une tachycardie orthodromique sur voie accessoire, quels sont les signaux que l'on enregistre, etc., etc. Merci pour votre attention et donc on continuera l'ablation des voies accessoires dans les prochains topos. Merci à vous.